Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, inquiétude des citoyens pour l'avenir de la piscine au centre du Témiscamingue, succès pour le 4e colloque en ressources humaines, mobilisation chez les Franco-Ontariens, rencontre avec la préfète au sujet du GAM sur l'attractivité du territoire, mission accomplie pour Moi et compagnie et coup dur pour les pirates de Ville-Marie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Le 28 novembre dernier, la salle du conseil de la MRC de Témiscamingue a littéralement été envahie alors que plus d'une centaine de personnes sont venues manifester leurs inquiétudes quant à l'avenir de la piscine au centre du Témiscamingue. La totalité de la période de questions y a d'ailleurs été consacrée. Des citoyens du domaine de la santé, de l'éducation et du sport ont posé des questions à savoir où en était le projet d'une nouvelle piscine, mais également qu'adviendra-t-il du service pendant la construction d'une nouvelle infrastructure. Il faut se rappeler que la ville de Ville-Marie a annoncé la fermeture de la piscine en juin 2019 et que la construction d'une nouvelle piscine prendrait, dans le scénario le plus optimiste, un minimum de 4 ans. TV-Témis a rencontré la préfète de la MRCT, Claire Bolduc, et aussi Diane Michaud, porte-parole du comité des usagers de la piscine, pour discuter de ce sujet chaud de l'actualité au Témiscamingue. Je ne suis pas surprise de l'intérêt de la population pour une piscine au centre du Témiscamingue. C'est clair que les gens en veulent une et on a entendu les intervenants ce soir. C'est clair que c'est nécessaire. Ce n'est pas seulement une question de quelques personnes qui veulent nager. C'est une question de santé, c'est une question de qualité de vie, c'est une question de sécurité pour les jeunes enfants qui apprennent à nager. C'est une question, c'est très coûteux de le faire, mais c'est aussi coûteux, sinon beaucoup plus coûteux de ne rien faire. Alors, non, je ne suis pas étonnée. Je suis par ailleurs très heureuse que les gens soient venus nous dire à quel point c'est important. Ça nous appuie dans le travail qu'on fait, ça nous appuie dans les démarches qu'on a entreprises pour doter le Témiscamingue, le centre du Témiscamingue, d'une piscine. On avait 3 questions, le comité allait poser aux élus. Premièrement, on voulait savoir combien de municipalités avaient donné leur aval pour une nouvelle piscine, faire avancer le dossier. Et la deuxième question, on se posait la question à savoir, est-ce qu'il y aurait possibilité que le Témiscamingue s'approprie la piscine actuelle pour en faire une piscine du Témiscamingue et de la réparer? Le problème, puis ça s'est soulevé quand même par le maire de Ville-Marie lors de la soirée, il nous a dit que c'est pas juste la piscine qui est en cause, c'est aussi le bâtiment. Mais si les conseillers et la municipalité de Ville-Marie et le maire doivent partir du bâtiment actuel, y a-t-il moyen qu'on récupère cette piscine-là? Parce que ça demeure une préoccupation de toute la population. Même si au niveau du comité, on se pose ces questions-là, dans la population, durant l'été, on s'était donné le mandat, les membres du comité, de dire on écoute ce que les gens nous posaient comme question par rapport à ce qui en vient avec la piscine. Et cette question-là, elle revient tout le temps. Pourquoi qu'on ne répare pas celle-là? Bien, pourquoi que les municipalités ne s'unissent pas ensemble pour la réparer? Et là, c'est une question sans réponse. La troisième question, c'est qu'est-ce qui va se passer après le mois de juin 2019 parce qu'il y a comme plus de services aquatiques qui vont être donnés. Et là, on a quand même mentionné que les services aquatiques se donnent aux gens de 0 à 100 ans. Ça comprend les jeunes enfants, ça comprend Exotherm, ça comprend les gens qui ont des problèmes de santé physique et chronique, ça comprend des nageurs, ça comprend toutes les personnes qui veulent se garder en santé. Donc, c'est qu'est-ce que les élus vont mettre en place dans la troisième question pour que les services aquatiques soient maintenus?
Un des scénarios, c'est qu'une municipalité développe la piscine et que d'autres municipalités supportent l'effort de la municipalité en tant que telle. Un autre scénario, c'est qu'il y a un regroupement des municipalités qui conviennent de créer une piscine et qui conviennent de la façon dont elles le feront et elles le financeront, un tel projet, sous forme de régie municipale, par exemple, comme ça se passe dans les services incendies. Ça peut être une coopérative qui est soutenue par le milieu municipal, mais c'est une coopérative, donc un OBNL qui est distinct. Ça peut être la MRC. Ça peut être, il y a plusieurs opportunités. Ça peut être complètement privé, une piscine dans ce contexte-là. Il y a plusieurs possibilités, il y en a plus que 3. Nous, on avait regardé dans le milieu municipal, mais les consultants ouvrent des horizons qui sont différents et c'est intéressant d'avoir un son de cloche de personnes qui en ont fait, qui n'en ont pas fait seulement un, mais qui en ont fait plusieurs, qui ont vu des projets et qui peuvent nous accompagner correctement dans ce genre de projet-là. Il a été questionné aussi, bien, pourquoi vous avez investi Ville-Marie dans l'aréna et pas dans la piscine? Bon, on a répondu qu'on avait investi 2 fois puis qu'il y avait des subventions. Moi, je pense qu'il y a aussi la notion des pirates, mais ça, c'est moi qui dis ça comme citoyenne. Ça a dû avoir un certain poids, mais la patinoire, l'aréna, ça ne s'adresse pas à tout le monde pour faire du sport. Ça s'adresse à une certaine population. Donc, nous, on pense que la piscine, ça s'adresse à tout le monde. Oui, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise, mais c'est aussi un attractif. Parce que pour nous, ce qu'on se dit toujours au comité, c'est comment voulez-vous qu'on attire des gens au Témiscamingue s'il n'y a même pas de piscine? On ne peut pas dire qu'il y a 2, 3 piscines là, sur le territoire. Il y en a une à Témiscamingue, puis il y en a une ici, puis elle ferme en juin 2019. Puis après ça, il n'y a plus rien. Puis il y a des gens qui sont des nouveaux arrivants. Hier, il y a une dame qui a parlé, c'est une avocate. Elle a dit, « Moi, je suis une nouvelle arrivante et je nage. » Puis là, je trouve que c'est une piscine qui a l'air très fonctionnelle, très bien équipée. Elle n'en revenait pas de voir comment c'était équipé, cette piscine-là. Puis comme nouvelle arrivante, bien, elle se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire comme sport? Parce que c'est un de ses principaux sports, ça. Sur l'intervalle entre la nouvelle piscine et la fermeture annoncée, on a dit, la firme de consultants avec qui on travaille vont regarder l'état de situation, l'analyse qui a été faite par la firme d'ingénieurs. Ils vont regarder l'état de situation pour pouvoir dire est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire et faire des propositions en ce sens-là. Ils ont l'expertise et les compétences pour regarder un tel rapport et pour faire des propositions. Maintenant, si le constat qu'ils font eux aussi, c'est bon, bien, il n'y a plus rien à faire, c'est pas impossible. Nous, ce soir, on ne voulait pas prendre un engagement qu'on allait faire des choses qu'on ne serait pas en mesure de faire, qui ne seraient pas prudent de faire. Par contre, il y a un engagement clair qu'on a fait, c'est qu'on ferait tout pour garantir, pour assurer le maximum de services à la population. C'est aussi le maximum d'engagement qu'on pouvait prendre dans les circonstances. J'aurais été très mal à l'aise de promettre quelque chose sans savoir que je peux tenir cette promesse-là. Alors, je n'ai pas fait de promesse en ce sens-là. Bien, les élus ne se positionnent pas beaucoup quand on va à la MRCT. C'est pas là que les élus parlent le plus. Quand on s'est présenté à la MRCT, bien, à la table des maires, au Conseil des maires et mairesses, c'est plus Claire Bolduc comme préfète qui va nous répondre. Mme Bolduc a donné des réponses qu'elle pouvait avancer. Moi, je ne pense pas que l'idée de la piscine de Ville-Marie, elle peut prendre une position par rapport à ça. Moi, comme citoyenne, je sais que les maires ont entendu. Et pour moi, ça vaut cher. Puis plus que les gens de la population vont s'impliquer dans cette démarche-là, plus qu'on va faire avancer le dossier. Puis c'est pas d'être contre les municipalités, c'est de travailler en concert avec les municipalités. Le comité, on s'est donné le mot d'ordre de dire on tourne la page. OK, du passé. Les fantômes du passé, on ne veut plus en entendre parler, nous. Ce qu'on appelle des guerres de clochers, tirage de couvertes. Nous autres, on ne veut plus parler de ça. Nous, on dit, on tourne la page, on est un projet témiscamien. Peu importe où ce qu'on vit au Témiscamingue, hein? Tu sais, moi, je suis Témiscamingue depuis 35 ans. Je vis ici depuis 35 ans. Je considère que je suis une témiscamienne, mais qui vit à Lorrainville. Tout le monde du Témiscamingue sont des Témiscamiens qui vivent à un endroit
qui fait partie du Témiscamingue. C'est ça qui va faire que les guerres de clochers ou les tirages de couvertes vont peut-être tomber, de s'identifier à cette région, qui est une belle région. On sait qu'une piscine, c'est à peu près 7 millions, selon ce qu'on a vu dans d'autres municipalités. On nous a évoqué Sainte-Terre, mais on a vu ailleurs aussi. 7 millions, c'est clair que ça vient d'une seule place, la poche des citoyens. Que ce soit le gouvernement qui investisse dans la piscine, que la contribution municipale soit à la hauteur qu'on voudra, ça va venir de la poche des citoyens, des contribuables. Alors, en ce sens-là, on veut faire les choses de la bonne façon. On veut analyser tous les aspects d'un tel projet avec le maximum d'informations et faire les meilleures propositions possibles. On veut avoir le meilleur impact pour le plus long terme possible et c'est clair, la firme de consultants a été claire. Du jour où on ouvre la première page d'un projet de piscine jusqu'à la journée où on va couper le ruban, dans le meilleur des scénarios, c'est 4 ans. Alors, on est dans cet horizon-là et on a choisi qu'on n'escamotait aucune démarche, aucune étape, parce qu'on veut bien faire les choses. Qu'il y ait autant de personnes qui se préoccupent de la piscine, ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis le comité a beaucoup travaillé pour solliciter la présence des gens. Peut-être, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ce matin, j'allais à mon cours d'aquaforme, des gens qui ont dit « on n'a pas eu de réponse ». Effectivement. Moi, je pense que les réponses, les citoyens, on va les avoir dans nos conseils municipaux. Il faut aller poser des questions à notre maire, à nos conseillers. Les conseillers, là, c'est eux autres qui prennent les décisions avec les maires. Les maires, quand ils sont à la table du Témiscamingue, ils prennent des positions qu'ils ont prises avec leurs conseillers. Si on veut que tout le monde chemine ensemble, puis qu'on arrive à avoir une façon de penser commune, il faut aller poser des questions à nos conseillers. Les conseillers, s'ils entendent la population poser des questions en termes de besoins, bien, je pense qu'ils vont se positionner puis ils vont faire avancer le dossier. Parce que si tu n'utilises pas la piscine, bien, voyons, ils n'ont rien qu'à faire un autre sport, puis pourquoi ils ne vont pas faire de la marche? Ça coûte bien moins cher. C'est vrai, ces pensées-là sont là. Mais moi, j'entends les enfants exothèmes. Bien, les enfants d'exothèmes, là, ils représentent le Témiscamingue. Puis eux, ils nagent pour le Témiscamingue. Fait que je trouve qu'il y a une fierté. Puis je trouve que cette fierté-là, on devrait l'avoir. Puis Dieu sait qu'au Témiscamingue, moi, ce que j'ai découvert en venant vivre ici, c'est l'entraide. Tout ce qui est l'entraide est tellement solide, bien, on peut-tu s'entraider puis faire avancer cette démarche-là qui est témiscamienne, à mon sens. À moi, il n'y en a rien qu'une qu'on va faire vivre une piscine. À plusieurs occasions, à la fin de la rencontre, on a constaté que les gens disaient « ce serait le fun qu'ils viennent, qu'on parle de nos services de proximité avec la même intensité, qu'on parle de Nimiki avec la même intensité. » Alors non, puis moi, j'ai trouvé fort intéressant qu'il y ait autant de monde pour passer le message sur une infrastructure, un équipement de loisirs, comme c'est arrivé ce soir. C'est historique dans l'histoire de la MRC, c'était la première fois. Outre le sujet de la piscine, un autre point à l'ordre du jour a retenu l'attention, celui de la desserte des caisses Desjardins sur le territoire. Plusieurs élus se sont dit mécontents de la décision de Desjardins de fermer des comptoirs de service sur le territoire. Des dirigeants de Desjardins étaient d'ailleurs sur place pour rencontrer les élus en huis clos avant l'ouverture de la séance publique pour expliquer cette décision. Écoutons les précisions de la préfète Claire Bolduc. On a eu une rencontre à huis clos avec Desjardins parce que les municipalités avaient exprimé le souhait de les rencontrer pour dire des fois leur colère, leur détresse face aux décisions de Desjardins. Suite à la rencontre, la MRC a adopté une résolution pour dire on comprend l'évolution technologique et tout ça. On accepte que Desjardins ait pris des décisions concernant Saint-Bruno-de-Guigue et la Verlechère-Anglier. On demande que Desjardins adopte un moratoire sur les décisions qui concernent la tulipe et Rimini. Ce moratoire-là permettra aux communautés de déployer, par exemple, les services Internet et cellulaires qui sont à peu près absents du territoire en ce moment. Ça permettra d'habiliter les populations à des services par Internet, des services électroniques. Ça permettra de soutenir d'autres initiatives et de voir comment les municipalités peuvent s'organiser. On apprend une décision le 12 octobre, puis elle est effective
2 mois plus tard, c'est très difficile pour les municipalités et pour les populations de s'organiser. On veut aussi se donner les moyens d'accompagner les municipalités, les commerces, les petites organisations qui ont besoin de services bancaires et qui, là, devront parcourir de très grandes distances. La résolution qu'on a prise ce soir, elle ne dit pas à Desjardins « vous avez tout faux », elle dit « on comprend, mais dans le contexte actuel, pouvez-vous faire un moratoire sur les fermetures de 2 points de service qui sont stratégiques pour des dessertes plus excentriques et qui vont vraiment nous permettre d'avancer dans d'autres types d'infrastructures pour faciliter la transition. C'est ce qu'on demande à Desjardins et on espère avoir une très grande écoute. C'est clair qu'on va s'adresser à notre caisse locale, mais c'est aussi clair qu'on va envoyer la résolution beaucoup plus loin. Elle va voyager, cette résolution-là. C'est le 28 novembre dernier qu'avait lieu le 4e colloque en ressources humaines du Témiscamingue à la salle Marianne du Centre Richelieu de Lorrainville. L'événement fut un vif succès puisque plus de 40 personnes étaient inscrites. Pendant la journée, les gens sur place ont pu assister à 2 conférences. En avant-midi, le conférencier Simon Clément est venu faire part de son expertise sur le recrutement de main-d'œuvre. Il a notamment livré ses secrets sur les nouvelles façons de dénicher du personnel et comment se démarquer de ses compétiteurs pour attirer les candidats les plus intéressants. Après un dîner concocté par le traiteur La Joyeuse Bouffe, propriété de Louis-Joseph Beauchamp et Nadia Lachance, les participants avaient droit à la conférence donnée par Stéphane Simard, dont le titre était « Générer davantage d'engagement au travail ». À l'intérieur de son discours, M. Simard rappelle qu'une fois la perle rare trouvée, il faut s'assurer de pouvoir la garder au sein de son entreprise. Stéphane Simard fait valoir aussi que grâce à cette formation, les gestionnaires d'entreprise vont redécouvrir le plaisir de gérer du personnel. Nous avons rencontré les 2 conférenciers qui nous résument leurs propos, ainsi que Fanny Tremblay, directrice du Centre local d'emploi, qui traçait vraiment un bilan positif de cette journée. Notre objectif, vraiment, c'est d'outiller les entreprises dans leur recrutement, dans leur gestion des ressources humaines, sous l'angle aujourd'hui du recrutement et de la rétention des employés. Mais principalement que dans le contexte actuel, si tu veux fidéliser ta main-d'œuvre, c'est sûr qu'il faut que tu te bases sur 3 piliers, c'est-à-dire de connaître c'est quoi que les gens recherchent dans un travail, s'assurer qu'au quotidien, ils peuvent utiliser leurs forces et finalement reconnaître quand ils font du bon travail. Je pense que ce qui motive les gens, c'est bien individuel. Fait que des fois, on prend des recettes, on essaie d'appliquer des choses qu'on voit dans d'autres entreprises qui ont eu du succès, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées soit à ma culture d'entreprise, à mes valeurs, ou adaptées aux individus qui travaillent chez nous. Donc, c'est important de ne pas tomber dans des généralités, de dire les jeunes sont comme ça, les immigrants sont comme ça, mais c'est de s'intéresser aux gens qui travaillent chez nous et de comprendre c'est quoi leur facteur de motivation et évidemment d'adapter notre gestion en fonction de ça. La réalité, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est pas un gros scoop. Je pense que les gens sont très conscients de ça. Mais il faut vraiment agir différemment si on veut avoir des résultats. Puis souvent, les entreprises sont dans un certain carcan, vont toujours avoir les mêmes réflexes, les mêmes méthodes, les mêmes fonctionnements, mais ça donne des résultats aussi comme on le connaît aujourd'hui. Donc, ce que j'ai discuté aujourd'hui avec les gens, c'est de justement trouver des solutions vraiment innovatrices pour aller attirer des candidats puis leur créer un sentiment d'appartenance supérieur à ce qu'on peut voir habituellement sur le marché. Ce que je dis aux gestionnaires, c'est de poser la question, qu'est-ce qui te rend fier de ta journée? Pourquoi tu viens travailler chez nous? Qu'est-ce qui t'a attiré chez nous au départ? C'est quoi les facteurs qui ont fait que tu es venu travailler chez nous? Comment tu aimerais qu'on communique au quotidien? Quelles formes de reconnaissance sont significatives pour toi? C'est juste d'identifier c'est qui mes employés performants, de poser ces quelques questions-là, puis déjà, ça va donner une très bonne idée de comment s'adapter dans mon entreprise avec les gens qui y travaillent. J'ai fait un bac en gestion des ressources humaines. J'ai 38 ans, fait que j'ai travaillé comme généraliste RH en début de carrière. En 2007, je me suis spécialisé en chasse de tête dans le domaine de l'informatique, donc un contexte où la pénurie de main-d'œuvre est toujours très réelle. Puis c'est en 2016 que je me suis développé un côté entrepreneur, puis que je me suis joint à l'équipe de Newman pour, je l'espère, changer les choses. Moi, j'ai une formation en gestion et en enseignement. J'ai été gestionnaire pendant une dizaine d'années, donc j'ai géré du monde pour vrai. Je ne suis pas un chercheur universitaire, je ne suis pas un conseiller. Donc, j'ai vécu ce que c'est d'avoir des difficultés de recrutement, d'avoir un taux de roulement élevé, d'avoir à mettre des gens à pied ou à faire des congédiements. Donc, je partage mes expériences, les recherches que j'ai faites pour l'écriture de mes 5 livres.
C'est des trucs pratico-pratiques vraiment qui peuvent s'adapter dans des petites et moyennes entreprises. Le formateur, le conférencier présent a donné des manières innovantes de recruter, de se démarquer comme employeur. Et il a parlé d'une dizaine de solutions et plusieurs étaient quand même accessibles, simples, certaines moins, dépendamment de notre contexte d'entreprise. Mais l'idée, c'est d'innover et oui, c'est plus simple qu'on peut penser, donc dans le fond, d'innover. Bien, je pense que le principal défi, c'est vraiment de s'adapter au changement. Il y a beaucoup d'employeurs, qu'importe le secteur d'activité, qu'ils soient au privé ou au public, PME ou multinationales, qui vont faire ce qu'ils ont toujours fait. Mais la réalité, c'est que s'ils n'adaptent pas leur façon de fonctionner, ces compagnies-là vont mourir, tout simplement. Donc, il faut vraiment changer nos façons de faire parce que le marché du travail a beaucoup évolué. Les employés, en fait, sont de plus en plus exigeants. L'époque où quelqu'un rentrait dans une job, exécutait ses tâches 1, 2, 3, puis rentrait chez lui, puis faisait ça pendant 30 ans, est révolu. Fait que c'est dur pour les entreprises de s'adapter à cette réalité-là, mais c'est le cas. Donc, le gros changement, c'est que les attentes des candidats sont beaucoup plus élevées. C'est pas vrai que les plus jeunes ou les milléniaux sont moins travaillants. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas travailler. Ce qu'ils veulent, c'est s'épanouir. Donc, s'ils vont juste travailler, bien, ils vont se rendre malheureux puis ils vont aller ailleurs où ils peuvent potentiellement s'épanouir professionnellement. La pénurie de main-d'œuvre touche le Témiscamingue, mais touche aussi les autres régions au Québec. C'est une réalité qui est davantage globale. C'est les baby-boomers prennent leur retraite. Le plus jeune aujourd'hui a 54 ans, puis les milléniaux envahissent le marché du travail de plus en plus. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Donc, pour répondre à ta question, les gens du Témiscamingue, les entreprises doivent utiliser les mêmes méthodes innovatrices pour essayer d'attirer les candidats en fait de leur entreprise. Puis c'est ce que je discutais un peu durant la conférence de ce matin, des stratégies innovatrices puis différentes de ce qu'on peut entendre ou lire habituellement. On est content, une quarantaine d'entreprises présentes. Fait que oui, c'est un beau succès. Oui, beaucoup d'intérêt. Oui, on est content. Comme partout en Ontario, l'ACFO-Témiscamingue a rassemblé des alliés de la communauté franco-ontarienne le 1er décembre dernier afin de dénoncer les abolitions des programmes annoncés le 15 novembre dernier par le gouvernement de Doug Ford. Rappelons que la province de l'Ontario a aboli le commissariat aux services en français et mis un terme au projet de l'Université de l'Ontario français. C'est donc 254 personnes francophones et anglophones qui se sont rassemblées pour exprimer leur mécontentement face aux décisions prises par le gouvernement. Cette manifestation se tenait devant le bureau de John Vantoff, député de Cochrane-Témiscamingue, qui a pris la parole en soulignant l'importance de la collaboration entre les trois peuples fondateurs. Nous, on ne va pas reculer. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'histoire. Il a dit dans la législature de notre province, même si ils sont 3% de la province. C'est pas toi, mais même si vous êtes un peuple fondateur de ce pays, de cette province. Les autochtones, les francophones, puis les anglophones, les trois. Je suis très fier. Et on travaille toujours comme toi. Et aujourd'hui, on travaille aussi comme toi. Et je veux te dire, je ne vais jamais laisser. Et je vais jamais reculer. Je viens d'Earlton, je veux toujours d'Earlton. Puis, je suis très, très fier d'avoir votre confiance en moi. Merci beaucoup. Ghislain Lambert, le président de l'ACFO-Témiscamingue, a lui rappelé l'importance de maintenir l'indépendance du commissaire des services en français de l'Ontario, ainsi qu'honorer la promesse électorale de Doug Ford d'établir l'Université de l'Ontario français. Il a été suivi par Jean-Claude Carrière, agent communautaire de l'ACFO-Témiscamingue, qui lui a souligné l'aide précieuse de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le regroupement des étudiants franco-ontariens et la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. À tour de rôle, des franco-ontariens impliqués dans leur communauté ont mentionné l'importance que la langue française joue dans leur quotidien. Aussi, l'artiste José Gauvreau était invité pour interpréter des chansons de fierté franco-ontarienne. On dit bien haut pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarien. Wow.
La MRC de Témiscamingue tenait un GAM sur l'attractivité du territoire le samedi 24 novembre dernier. Il s'agit en fait d'une rencontre de travail où tous les élus ainsi que les employés municipaux sont conviés afin d'approfondir un dossier choisi. Dans ce cas-ci, l'attractivité du territoire était le centre de la discussion. Les élus ont entre autres pris connaissance du bilan de la tournée des municipalités effectuée par l'équipe stratégique démographie qui répertoriait tous les aspects à tenir compte dans chaque municipalité pour devenir plus attractif tout en soulevant les points forts du territoire. Ils ont eu aussi la chance d'échanger avec M. Denis Marion de la démarche Prendre soin de notre monde. Plusieurs témoignages de nouveaux Témiscamiens ont aussi servi à alimenter la discussion. Claire Bolduc, préfète de la MRC, est venue nous rencontrer en studio pour faire un bilan de cette rencontre. GAM, c'est l'anagramme pour dire Groupe d'animation du milieu municipal et économique. Donc, ça permet de créer des rencontres, des lieux de rencontre et d'échange pour supporter, appuyer, soutenir les initiatives de développement économique issues du milieu municipal. Ça permet aussi de regarder de façon plus générale le développement des communautés, le développement de nos milieux de vie. Et qui assiste et participe à ces rassemblements-là? Le comité du GAM, parce qu'il y a un comité qui est créé par la MRC, regroupe des élus, des maires, regroupe des employés de la MRC et des DG de municipalités qui, tout le monde, on a tous un intérêt au développement de nos milieux, au développement économique, mais au développement global de nos milieux. Quand on fait un grand GAM, ce qu'on appelle une grande activité GAM, on convie les élus municipaux, les maires, les conseillers municipaux et également les employés municipaux qui sont interpellés par le développement local. Alors, ça peut être les DG, ça peut être les agents de développement des municipalités. C'est une action de municipalité. Ça sert, ces activités-là, à faire le point sur une situation particulière, sur un enjeu donné, sur des objectifs qu'on veut partager, qu'on veut se donner, sur des actions précises qu'on veut planifier. Ça nous sert de lieu de rencontre privilégié pour les gens du milieu municipal, pour se projeter dans l'avenir. Et donc, le dernier GAM portait sur l'attractivité du territoire. Ça touche plusieurs sphères, l'attractivité du territoire. Donc, quels ont été les aspects ou les enjeux qui ont été abordés? Bien, on revient un peu en arrière dans ce contexte-là. La planification stratégique, elle a été déposée au Témiscamingue par plusieurs organisations, dont la MRC. La MRC était un peu... assumait le leadership dans ça. Et ça a été déposé le 10 octobre 2017. Les élections municipales avaient lieu le 5 novembre 2017 et on a assisté à un renouvellement des élus. C'est presque 60% de nos élus qui sont nouveaux. Alors, on avait besoin de faire le point sur un des grands objectifs de la planification stratégique, c'est-à-dire d'attirer de nouvelles populations chez nous. Et c'est un peu à ça qu'on s'est attardé samedi. Les objectifs de la rencontre, c'était que nos élus prennent conscience que chaque action qu'ils posent dans leur milieu, ça peut être de tout petits gestes, elles ont un impact sur la qualité de vie de leurs citoyens et sur l'attractivité des territoires. On voulait aussi qu'ils prennent conscience que le fait d'améliorer le milieu de vie de chacun des citoyens a aussi un impact sur l'attractivité du territoire et sur la capacité de retenir des nouveaux arrivants, notre monde au premier degré et des nouveaux arrivants chez nous, des nouveaux Témiscamiens chez nous. Et les élus ont été informés à ce moment-là des constats qui ont été tirés suite à la tournée des municipalités qui a été faite par l'équipe stratégique démographie. Donc, c'est une nouvelle équipe qui a été mise en place, là, qui est en collaboration avec la Société de développement du Témiscamingue et Carrefour Jeunesse Emploi. Quels sont les constats liés à l'attractivité du territoire qui est ressorti de ça? Les grands constats, c'est que les gens sont prêts à accueillir des nouveaux Témiscamiens, mais ils ont un peu la crainte de se faire bousculer. Alors, dans la présentation que nous a fait Catherine Drolet-Marchand, qui est l'agente d'accueil et de rétention des nouvelles populations, elle mentionnait les grands atouts qu'on a dans nos municipalités, le goût d'accueillir, le goût de partager, mais aussi les inquiétudes que manifestent les gens. Et c'est précieux d'être face à ça parce que ça nous dit là où on peut agir, là où on peut poser des gestes concrètement.
Elle nous a parlé aussi de... En fait, ils sont venus nous parler, les immigrants eux-mêmes ou les nouveaux résidents eux-mêmes, les nouveaux Témiscamiens eux-mêmes. Ils nous ont partagé leur façon d'être accueillis, de voir le Témiscamingue. Alors, et c'est un terme que je m'efforce d'acquérir. Les gens n'aiment pas se faire appeler nouveaux arrivants et ils l'ont dit, ils l'ont nommé. Ils sont des nouveaux Témiscamiens. Et ça, c'est précieux d'avoir ce son de cloche-là. Ils nous ont aussi expliqué, plutôt de manière plutôt humoristique, les embûches qu'ils rencontrent. Et Catherine Drolet-Marchand, dans sa tournée des municipalités, elle entendait aussi les municipalités, elle était à l'écoute des commentaires des municipalités sur justement comment ils voyaient ça. De quelle manière c'est si évident pour nous de vivre dans nos milieux, de quelle façon c'est si complexe pour quelqu'un qui n'a pas les réseaux, qui ne comprend pas les codes de fonctionnement. Et elle nous expliquait qu'elle entendait de la part des gens qui ont même changé de village, que tu es à Laverlechère, il y a un réseau X, il y a une façon de fonctionner qui est dessinée. Tu changes de milieu, tu vas à Béarn, par exemple, et les codes viennent de changer. Le réseau n'est pas le même. Alors, et ce sont des réseaux très informels qui se créent parce que les gens se connaissent, parce qu'on se côtoie régulièrement. Mais pour un nouveau Témiscamien, ça peut présenter un enjeu. Donc, de quelle manière les municipalités peuvent agir pour faciliter l'arrivée des nouveaux Témiscamiens dans leur communauté, dans leur municipalité? Ces constats-là, plus les témoignages des nouveaux Témiscamiens, c'est précieux. Ça nous donne vraiment des pistes d'action. Ça donne des pistes d'action aux municipalités, ça nous en donne, nous, à la MRC, ça en donne à d'autres organismes également. Donc, ça a été porteur comme échange. Il y a également M. Denis Marion de la démarche Prendre soin de notre monde qui est venu échanger avec les élus et les participants. Qu'en est-il de cette démarche? Prendre soin de notre monde, c'est une démarche qui est issue un peu de Québec en forme, de villes et villages en santé. Et c'est un constat clair du rôle des municipalités. On a de plus en plus, dans le monde municipal, on a de plus en plus d'obligations, on a de plus en plus de responsabilités. Et c'était une manière de présenter nos responsabilités face à la qualité de nos milieux de vie. Tous les gestes qu'on pose, ne serait-ce que de réfléchir à faire une rue, une nouvelle rue, de réfléchir à des lieux de rassemblement, ça a des impacts sur la vie des citoyens, sur la qualité de vie qu'ils auront, sur la façon dont ils se déplaceront dans la municipalité. Et aussi, pour la municipalité, sur les coûts de fonctionnement, ça a des impacts sur un ensemble de paramètres. Donc, quand il vient nous présenter la démarche Prendre soin de notre monde, il nous dit, vous réfléchissez à l'aménagement de votre municipalité, ça a un impact sur la qualité de vie de vos aînés, de vos jeunes enfants, des jeunes familles. Assurez-vous que les rues soient sécuritaires. C'est banal de le dire comme ça, mais juste la façon dont on aménage les trottoirs, la façon dont on facilite les déplacements des personnes dans un milieu, ça fait beaucoup pour la qualité de vie des citoyens. Et des citoyens qui retrouvent une belle qualité de vie dans leur milieu, retrouvent aussi, ils prennent confiance, ils retrouvent leur fierté, ils prennent confiance dans l'avenir de leur milieu. Et ces deux éléments-là, fierté et confiance, c'est ce qui se traduit le plus auprès des nouveaux Témiscamiens pour qu'ils se sentent partie prenante d'une communauté. Donc, tout ce qui touche la qualité de vie, l'aménagement, les choix environnementaux, faciliter les déplacements, créer des lieux de rencontre, créer des activités de rencontre, des activités mobilisatrices, mobiliser, savoir accueillir et mobiliser des bénévoles, faire un petit clin d'œil aux nouveaux Témiscamiens, aux nouvelles habitants de ton village. L'image de la tarte au sucre a été une très belle image à cet effet-là. La tarte au sucre du maire de Moffett crée un lien avec les gens. Tout ce qui facilite et qui constitue des liens concrets entre les nouveaux Témiscamiens et la population locale et le réseau de la communauté locale facilite l'installation des gens, facilite la création de liens et facilite la rétention de ces personnes-là.
Le message de Denis Marion, c'était « Il n'y a pas de petits gestes, il y a des gestes ». Et chaque fois que vous réfléchissez à votre milieu de vie, vous prenez des décisions à tous les jours sur votre milieu de vie, c'est pas difficile de penser une petite affaire plus loin sur la qualité de vie des gens. C'est pas juste de réparer une rue, c'est de réparer une rue et de prévoir le déplacement des personnes. C'est pas seulement d'arranger une cour pour que les jeunes s'amusent, mais d'arranger une cour pour que les jeunes s'amusent et que des populations aînées puissent s'y asseoir. C'est un ensemble de petites réflexions qui fait le global. Alors, au-delà du fait qu'on le sait qu'il y a encore du travail à faire, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des systèmes d'accueil, est-ce qu'il y a des trucs qui sont ressortis qu'on peut être fier de dire ça a été mis en place et c'est des super initiatives? Bien, en fait, dans les constats de Catherine Drolet-Marchand, il y avait des constats sur un milieu de vie assez exceptionnel sur le plan environnement. Pas de stress. Un milieu où le stress est un peu moins présent qu'ailleurs, par exemple dans les milieux urbains. Catherine fait ressortir aussi ce que les gens ont dit qui découle d'actions posées. Le fait qu'on a facilement accès à nos autorités. Le fait que, des initiatives très simples, là, l'équipe des Pirates ou l'équipe des Titans à Témiscamingue, l'équipe des Pirates à Ville-Marie, ça crée des lieux de loisirs et de rencontres pour la population. Ce sont des gestes concrets, soutenus ou non. Ça peut être soutenu par la municipalité ou non. Dans ce cas-là, on le comprend, ça l'a été, mais qui facilite justement la qualité de vie. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que dans l'aménagement de nos milieux de vie, ne serait-ce que pour les rues, pour les déplacements, pour faciliter les services de proximité. C'est un des éléments d'ailleurs qui a été soulevé dans les enjeux. Ne serait-ce que justement pour faire connaître et reconnaître la beauté du Témiscamingue et le Témiscamingue comme lieu de vie exceptionnel, ce qu'il est d'ailleurs. On a quand même à parler de nous avec beaucoup d'amour. On le fait entre nous, il faut le faire à l'extérieur de nous maintenant parce que ça va rejaillir sur tout notre monde, mais ça va aussi attirer des nouveaux Témiscamiens. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais on est très enthousiaste par rapport à ce qui va se passer. Mais on va revenir avec nos nouveaux Témiscamiens. Donc, ils ont partagé un peu leur expérience en tant que nouveaux Témiscamiens, leur arrivée et tout. Peut-être qu'il est ressorti des recommandations de ça, mais qu'est-ce qui est ressorti aussi au niveau positif, au niveau de leur attachement, comment se sentent-ils, nos nouveaux Témiscamiens? Le mot qui nous a été le plus souvent évoqué, c'est « découverte ». On ne savait pas qu'il y avait un beau milieu comme ça. On a découvert le Témiscamingue. On a pensé que ça pouvait être intéressant. On s'est aperçu que c'était extraordinaire. Alors, c'est le mot « découverte ». Les nouveaux Témiscamiens nous ont partagé leur surprise de la qualité de vie qu'ils retrouvent ici, leur enchantement d'y être associés. Ils ont également partagé, et il faut le dire, là, c'est pas quand même toujours très facile, quand les gens partent de Montréal et qui vendent, puis ça, l'exemple est ça va vous parler, sur Kijiji, on vend les meubles. On veut s'en débarrasser parce que sinon, il va falloir que tu les envoies à grands frais dans un lieu de recyclage et c'est pas cher, les meubles qu'on trouve sur Kijiji. Ici, au Témiscamingue, c'est beaucoup plus cher. Ça nous montre aussi la différence entre les différents milieux. C'était donc les bons coups, les mauvais coups. On nous a aussi dit, moi j'arrive, j'ai un emploi. Mon conjoint ou ma conjointe n'en a pas nécessairement. Alors, de quelle manière on peut mieux créer des ponts entre les différents employeurs, particulièrement maintenant dans un contexte de pénurie d'emploi? Ça nous a interpellés. Un autre élément qui a été soulevé par des gens qui arrivent, qui sont des retraités, qui ont justement découvert le Témiscamingue, c'est de faire connaître le territoire, de cette opportunité-là de qualité de vie et pour des gens qui cherchent justement la tranquillité. Ils sont arrivés ici par le plus grand des hasards. Ils nous partagent que ça a été la découverte de leur vie. Ils sont installés à Moffett comme retraités et ils adorent ça. Ils nous disent, pour nous, quand on dit, les commerces, c'est différent, c'est pas toujours ouvert, c'est pas un enjeu. On organise notre vie pour répondre à nos besoins face à des commerces. Pour eux, c'est pas l'enjeu.
Pour eux, l'enjeu, c'est vraiment la qualité de vie qu'ils ont trouvée, la qualité de l'environnement, l'ensemble, la chaleur de la collectivité auquel ils appartiennent maintenant. Pour eux, c'est ça qui a compté. Alors, des beaux messages, des beaux constats, mais des beaux messages aussi. Justement, parlant de constats, à la sortie de ce GAM, quels ont été les constats et quelles sont les actions là, à venir? Je résume toujours en termes de 3 mots qui m'ont marqué. J'avais fait juste avant les tranches de vie, des éléments de nouveaux arrivants, souvent de l'extérieur du pays, qui manifestent quelque chose. Alors, dans les tranches de vie, moi, la façon de faire les choses peut être surprenante. Je rencontrais quelqu'un qui s'est installé à Gatineau, puis je lui demandais, puis as-tu trouvé un appartement? Il disait, non, tout ce que je vois qui est annoncé, c'est des loyers pas chauffés, pas éclairés. Il dit, moi, j'ai besoin que ce soit chauffé, j'ai besoin de la lumière. Pas chauffé, pas éclairé, pour lui, ça voulait dire que c'était pas disponible. Alors que pour nous, c'est clair que c'est pas inclus dans le loyer. Alors, juste la différence de compréhension des termes peut amener, quand on reçoit des nouveaux Témiscamiens, ça peut être un enjeu. Je soulignais aussi un employé du MDDEP. Quand j'étais directrice régionale, j'ai eu le plaisir d'embaucher une ressource qui venait d'Afrique, Ismaël. Puis Ismaël, de sa famille, il est installé dans la région montréalaise. Alors, quelques années après, il est reparti pour la région montréalaise. Puis il n'est pas resté là très longtemps. Il est revenu en Abitibi-Témiscamingue parce que la qualité de vie dans le milieu, c'est à Rouyn-Noranda, évidemment, le ministère de l'Environnement, mais la qualité du milieu de vie a compté énormément pour lui. Il a fait l'exercice de retourner et il est revenu. Alors ça, c'est un bon point pour nous. Puis je rappelais aussi qu'on a un milieu de vie très sécuritaire. C'est un des constats, d'ailleurs, que Catherine Drolet-Marchand avait vu. Le milieu de vie est sécuritaire. Et c'est une donnée qui est sortie après le 11 septembre 2001. Il y a 40 000 personnes qui ont quitté Toronto pour s'installer dans des communautés rurales, des petites communautés, et assez loin de Toronto. On parle de 500, 600, 700 kilomètres, justement parce que ce qu'ils cherchaient, ce qu'il y avait de plus précieux, c'était la sécurité. Alors, après avoir campé ça, pour rappeler qu'on a des grands avantages et que les gens les recherchent, ces avantages-là, 3 mots. D'abord, la rencontre qu'on a eue samedi dernier, c'est à l'intérieur d'une planification stratégique qui est visée pour 5 ans. Mais il faut réfléchir comme monde du milieu municipal, comme élu, il faut réfléchir sur le long terme. Les gestes qu'on pose aujourd'hui, y auront des impacts dans les 2, 3, 5 prochaines années, mais aussi, surtout, dans les 20, 30, 50 prochaines années. Parce que ce qu'on met en place maintenant va être porteur pour la suite des choses. Alors, qu'on se souvienne qu'on travaille pas juste sur le court terme, qu'on travaille sur le long et le très long terme. Et que le rôle des élus est peut-être là où les décisions qu'on prend aujourd'hui ont le plus grand impact sur le long terme. Rappelez le rôle des élus. Le deuxième mot que j'avais, c'était notre attitude. Tout est question d'attitude en matière d'accueil, en matière de rétention. Tout est question de notre propre attitude par rapport à notre propre milieu. Tout est question de quelle manière on le voit, notre milieu, et on se voit nous-mêmes dans ce milieu-là. Si on en est fier, ça transparaît. On le voit, on est attirant, on est attractif. Tout ce qui est notre façon de se vendre, tout ce qui sera notre façon d'organiser nos milieux, doit dépendre d'une attitude où on croit en nous, où on a confiance en nous et où on apprécie le milieu dans lequel on vit. Et le troisième mot, c'était leadership. Et là, évidemment, je m'adresse à des élus, leadership municipal, mais rappelez qu'il n'y a pas de petites actions, il y a des gestes qu'on pose qui ont des impacts concrets, qui changent la vie du monde. Alors, on s'est donné une planification stratégique de territoire au Témiscamingue. On a impliqué un ensemble d'organisations dans une planification stratégique de territoire. Il faut se rappeler que c'est normal qu'on le fasse comme ça, on ne fait rien tout seul. Mais si les élus municipaux ne se mettent pas les 2 mains
dans la pâte, ne se mettent pas à l'ouvrage, ça va être beaucoup plus difficile. Et ce message-là, aux élus municipaux, il était important parce qu'effectivement, ils ont à assumer le leadership qui est le leur, ils ont à agir en leader dans leur milieu. C'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et diriez-vous justement que l'enthousiasme était au rendez-vous à la suite de cette rencontre-là? Oui, plusieurs commentaires très, très positifs. Des gens qui sont sortis en disant « c'est un des beaux gammes auxquels j'ai participé ». Alors ça faisait plaisir à nos organisatrices qui avaient vraiment travaillé fort. Ce sont aussi des commentaires sur des idées. Les gens avaient beaucoup d'idées sur comment on peut faire les choses, comment on peut aller plus loin dans ce qu'on peut faire. Ça a été une occasion aussi de partager avec la communauté, les deux communautés de Témiscamingue First Nation et Long Point First Nation, qui avaient des représentants avec nous. Ça a été une journée riche sur tous les plans, riche en informations, riche en émotions. Ça a été une journée riche en idées, mais surtout une journée énergisante au maximum. Dur week-end pour les Pirates qui se sont inclinés lors de leurs 2 matchs à domicile. Des défaites de 9-3 contre les Spartans d'Amalgouine et de 5-4 contre les Lynx de West Nipissing. Le compte-rendu de Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates sont au cœur d'une séquence difficile, ayant subi la défaite à leurs 2 dernières sorties. Des défaites de 9-3 contre les Spartans d'Almagouine et de 5-4 contre les Lynx de West Nipissing. Lors du match contre les Spartans, les Pirates auront laissé leurs adversaires prendre une confortable avance de 3 buts en première période. Puis, en début de deuxième, les Spartans marquent un 4e but sans réplique. Ce sera la fin pour Zachary Thériault devant la cage des Pirates. La deuxième période offre du jeu très robuste. Alex Montreuil est victime d'une sévère mise en échec. Les Pirates répliquent avec des mises en échec percutantes de Harpin, Boire et Peters. La frustration monte d'un cran dans le camp des Pirates. Alex Peters est au centre d'une mêlée. Il sera d'ailleurs expulsé du match. Au tableau principal, Almagouine se forge une avance de 8-2 après 2 périodes. En troisième période, les Pirates démontrent de l'émotion, mais il sera trop peu, trop tard. Ils marqueront un 3e but en avantage numérique en fin de match. Défaite de 9-3. Scénario similaire dans la partie contre West Nipissing, alors que les Lynx ont les devants 2-0 après 20 minutes. Les Soldats de la Mercier reviennent en force en deuxième période, marquant 4 buts sans réplique pour prendre les devants 4-2. En début de troisième période, les Pirates dictent l'allure du match. Par contre, un mauvais rebond permet aux Lynx de réduire l'écart à 4-3. Puis, avec 8 minutes à faire au cadran, l'égalité est créée. Un 5e but est marqué par les Lynx, avec moins d'1 minute à faire au match. Les Pirates auront tout tenté en fin de match pour créer l'égalité. En échappée, le capitaine Nicolas Belrose est accroché. Un geste qui demeura impuni par les arbitres. Je te dirais que c'est celle-là qui nous fait le plus mal parce que c'est un match qu'on aurait dû gagner normalement. On a été malchanceux, deux mauvais buts qu'on a accordés, des mauvais rebonds et des erreurs. Puis par la suite, les joueurs ont eu de l'intensité. Ils sont venus en deuxième période, ils sont venus fort. Ils voulaient la gagner. Ça aurait dû être à nous, cette game-là. Encore là, je veux pas parler contre les arbitres, mais c'était évident que c'était des arbitres qui venaient de l'extérieur, qui venaient de l'Ontario, qui prenaient pour des Ontariens. On a été victime de ça, malheureusement. Ça l'arrive plutôt trop souvent dans le JMHL. C'est quelque chose qu'on veut apporter à la Ligue parce que c'est pas normal que ça l'arrive. Défaite frustrante pour les Pirates. Oui, c'est ça, là. OK, je veux dire, t'en gagnes, t'en perds. L'important, c'est d'en gagner plus que t'en perds. Puis c'est les séries les plus importantes. J'en ai profité pour m'entretenir avec Alex Peters, expulsé lors du match contre les Spartans. Il a donc regardé le match du haut des estrades. Mais écoute, c'est différent de voir la vue des estrades que ça glace. Je pense que les gars ont une bonne intensité. Ils ont travaillé fort. Il y a eu des mauvais buts lors des rebonds, ça a vitré et tout qui a coûté le match. Mais je pense qu'ils ont bien joué en équipe, ils ont travaillé fort. Puis c'est sûr qu'on a peut-être perdu, mais on peut sortir la tête haute quand même. Oui, c'est ça a été quand même un bon match. Vous êtes revenu dans l'arrière quand même à 0-2. Fait que justement, encore cette année, les gars, ils ont beaucoup de caractère. Ouais, c'est comme l'an passé. Là. On s'est fait impliquer par notre capitaine. L'an passé, c'est de l'âge du caractère. Puis Belrose fait la même affaire cette année avec nous autres. Puis on est une équipe de caractère, même à ça. On va revenir, on va rebondir, ça, c'est sûr. Ça, on n'est pas inquiet là-dessus. Alex, parle-nous de ton début de saison. Tu connais encore cette fois un bon début de saison. Beaucoup de points, puis tu as des nouveaux compagnons de trio avec qui ça semble bien fonctionner aussi. Ouais, ça va bien personnellement, mais je prends pas le crédit de rien. Je joue avec Secours. Puis Terrien au début de l'année, là on a changé pour d'autres joueurs, puis ça change encore. Mais moi, Terrien, Secours, ça allait très bien au début de l'année.
C'est comme je dis, je prends pas le crédit de rien, là, il me donne la puck, puis il rentre, puis ça va bien, mettons. Là. Mais tu es aussi un bon fabricant de jeu, tu aimes ça faire des bonnes passes aussi. Des fois, on le sent, là, tu cherches tes coéquipiers sur la glace, on voit que tu as une belle vision du jeu. Ouais, j'aime pas trop shotter, là, mais c'est ça. Faut que je m'améliore là-dessus, mais ça, j'ai une bonne vision de jeu, puis j'en profite avec les gars. Puis on est comme 3 sur notre trio qui a une bonne vision de jeu, fait que les 3, on en profite aussi. Là. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. C'est le 24 novembre dernier que se tenait le spectacle Moi et compagnie, un rêve que caressait Manon Bergeron. En compagnie de Tommy et Maxime Cousineau, Billy Bergeron, Jean-Marc Lupien, Steve Beauséjour, Martin Bernard, Anne Jaudoin, Sonia Gagnon, les nonnes Marie-Luce Bergeron, Joanne Bergeron, Sophie Lance et Maud Alain, Alec Lefebvre, Éric Perron, Julie Gagnon et sa chorale de 21 enfants, ce spectacle était présenté à guichet fermé. Avec cette soirée, Manon Bergeron a amassé 6 597 $ pour l'organisme Mission Tournesol. Nous avons recueilli les commentaires de Mme Bergeron à la fin de la soirée. Je suis super contente, mais en même temps, je sais que j'avais fait des petits accros, mais bon, c'est pas ce qui est important. L'important, c'était de réaliser mon rêve à soir, puis d'avoir une salle pleine pour pouvoir donner le plus d'argent possible à Mission Tournesol. C'est ça qui était le plus important. La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, la CSLT, a indiqué que M. Denis Beauvais, commissaire depuis 1997, a quitté ses fonctions le 29 octobre dernier. Au cours des années, il a accumulé le poste de président, vice-président. Il a aussi siégé sur le comité exécutif. Conformément à l'article 3 de la loi reportant la prochaine élection scolaire générale, M. Jean-François Trahan a été nommé au poste de commissaire à la circonscription numéro 5, c'est-à-dire du ML-Ouest Ville-Marie-Nord, et vice-président du Conseil des commissaires. M. Trahan a siégé sur le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il a aussi été le commissaire parent représentant ce comité. Aussi, comme le mentionne l'article 145 de la loi sur l'instruction publique, les commissaires parents doivent être élus par le comité de parents tous les 2 ans. Voici donc les résultats de cette élection 2018. Mme Fanny Labelle, commissaire parent pour le secteur primaire, Mme Marie-Josée Girard, commissaire parent pour le secteur secondaire, et Mme Célia Vincent-Cadieux, commissaire parent représentant le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Suite au scrutin tenu le 30 novembre dernier, c'est Lisa Robinson qui a été élue au poste de chef de la Première Nation de Wolf Lake. Elle est la 2e femme à occuper ce poste à Wolf Lake. Elle souhaite être à l'écoute des membres de sa communauté. Elle veut aussi mettre en place un plan d'action pour faire en sorte que Wolf Lake soit reconnu comme un territoire. 5 membres de la communauté algonquine de Kebaowek au sud du Témiscamingue ont vécu une cérémonie spéciale de remise de diplôme. Ils ont reçu un diplôme de francisation et de métier semi-spécialisé. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada, pendant 8 mois, les stagiaires autochtones ont appris le français et se sont initiés aux métiers liés au Parc national d'Opémican. Leurs efforts ont été récompensés alors que, vêtus d'une toge bleue et coiffés d'un mortier de même couleur, ils ont reçu leur diplôme, officiellement reconnu par le ministère de l'Éducation. Des dizaines de personnes étaient réunies pour cette cérémonie, dont le chef de la communauté de Kebaowek, Lance Hammond. Depuis 2015, l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, l'OBVT, mène une vaste campagne d'échantillonnage de la qualité de l'eau. Ce projet est réalisé en collaboration avec l'entreprise Olimel et 4 municipalités du Témiscamingue, soit Béarn, Laverlechère, Lorrainville et Sainte-Eugène-de-Guigues. La mise en place de cette campagne d'échantillonnage répond à plusieurs objectifs du plan directeur de l'eau, dont ceux d'augmenter les connaissances, mais également le suivi de la qualité de l'eau du bassin versant dans le temps. Cet été, 2 nouvelles stations d'échantillonnage ont été ajoutées au réseau de suivi dans le secteur de Sainte-Eugène-de-Guigues en prévision de la mise en service de la 4e maternité porcine au Témiscamingue. Ceci porte donc à 5 le nombre de sites d'analyse sur le bassin versant de la rivière à la Loutre. Le plan d'échantillonnage mis en place permet de définir 11 paramètres de la qualité de l'eau des bassins versants de la rivière à la Loutre et celui de la petite rivière Blanche, 2 secteurs où le risque de pression sur le milieu hydrique, notamment par les activités agricoles, est très présent. Soulignons que seulement 2 stations d'échantillonnage permanentes étaient en activité avant le début du projet pour l'ensemble du secteur centre du Témiscamingue.
Marie-Lou Girard-Thomas, directrice générale de l'OBVT, indique que la démarche vise dans un premier temps à établir l'état de situation avant projet afin de définir les conditions de base des cours d'eau en amont et en aval des sites. Cela permettra d'évaluer si les activités dans le bassin versant ont une influence sur la qualité de l'eau en maintenant un suivi dans le temps. Par le biais des données obtenues, il sera possible d'identifier des causes potentielles de variation de la qualité de l'eau et de mieux cibler les actions à mettre en place pour diminuer les impacts ou encore améliorer la qualité des cours d'eau et éviter des problématiques sur la santé humaine. L'OBVT souhaite souligner l'importante contribution du milieu dans la mise en place de ce projet qui s'étalera sur plusieurs années puisque chacune des stations fera l'objet d'un suivi durant au moins 5 années consécutives. La Maison des jeunes du Témiscamingue et la Ville de Ville-Marie annoncent que le projet Skibus sera dorénavant coordonné par la Maison des jeunes. La Ville de Ville-Marie avait repris le flambeau de Génération pour l'édition 2018 afin d'assurer la survie du programme qui ne trouvait pas d'organisme porteur à ce moment-là. La Maison des jeunes entend bien trouver un partenaire qui s'engagera sur plusieurs années dans ce dossier afin de garantir la survie de cette activité pour nos adolescents. L'organisme ne peut investir des argents de ses coffres dans cette activité. Il est important que l'offre de services demeure à un coût accessible pour les jeunes. La publicité se fera de la même façon que par les années précédentes, soit directement dans les écoles secondaires. La vente des passes s'effectuera vers la mi-décembre, toujours dans les écoles secondaires, puisque cette activité est offerte pour les 12-17 ans. Il est important de souligner que le maintien de ce projet est rendu possible pour 2019 grâce à l'appui financier du service Le Baladeur, de Génération, de Transport Témis ainsi que du Centre plein air Mont-Canasuta. Rappelons que cette initiative permet ainsi aux jeunes du Témiscamingue de pratiquer des sports hivernaux comme le ski alpin et la planche à neige. Chaque hiver, ce sont 60 jeunes témiscamiens qui profitent de 10 sorties à la montagne, en plus de bénéficier de 50 % de rabais sur place sur le billet de remontée ainsi que sur la location d'équipement. Pour une 4e édition, TV Témis diffusera des chroniques web et télé pour encourager l'achat local. Une belle tradition qui se poursuit avec une série de 14 capsules diffusées dès maintenant sur la page Facebook de TV Témis et aussi en rediffusion sur le câble au canal 97. Ce sera pendant toute la période des fêtes. Des chroniqueurs et chroniqueuses de différents horizons partageront leurs coups de cœur régionaux pour un Noël bien témiscamien, notamment entre autres les blogueuses d'Aller Simple, Jean-Mathieu Ouellette des Pirates de Ville-Marie, ainsi que Chalonne Bélanger-Julien du comité Les Enverdeurs. On revisitera aussi certains incontournables comme les chocolats Martine, le gros trappeur fourrure et la boutique PC La Rochelle qui chaque année se réinventent pour offrir de belles idées cadeaux. En nouveauté, cette année, on visite OK Pneus et Coton où les lutins ne chôment pas tout le mois de décembre pour emballer des cadeaux. On proposera aussi des idées culinaires avec des produits régionaux en collaboration avec la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. L'an dernier, les capsules du Guide des fêtes des jardins ont été vues près de 12 500 fois sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site web témis.tv, en plus d'une centaine de diffusions au canal 97 tout au long de la période des fêtes. On vous invite donc à les visionner, à les partager aussi avec vos familles et vos amis. Et voilà ce qui complète Info Témis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook et notre site web aussi pour avoir tous les détails de notre programmation. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.